Bon, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, merci d'être là. On va commencer donc dans 1 minute parce que moi, je suis très contente d'avoir la brochette de panélistes qu'on a ici, puis je suis très consciente qu'on leur prend du temps dans un horaire qui est plutôt chargé au point où on parle de manger dans sa voiture en déplacement. Donc, le fait qu'ils nous dédiquent 1 heure tous ensemble est vraiment apprécié. Il est 12h05. Je vais partir ça. Merci tous. En premier lieu, les panélistes, mais aussi tous les participants qui prennent sur leur heure de lunch pour être là pour ce webinaire. C'est une suite un peu d'une série de webinaires qu'on organise cette année sur des enjeux socio-économiques majeurs pour le Québec, dans lesquels l'économie sociale a un rôle important à jouer. C'est sûr que la fonction de municipalité n'est pas un enjeu, mais je pense que la pandémie nous a montré à quel point les municipalités sont aux premières, pas juste la pandémie, une série de choses. Là, on peut penser au logement actuellement, comment la municipalité sont aux premières loges quand il y a un enjeu social ou environnemental, que ce soit le logement, les inondations ou les pandémies, etc. Et comment l'économie sociale peut être un des outils à disposition pour répondre à ça. Le webinaire va être enregistré pour ceux qui voudront le réécouter ou pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être ici en live avec nous aujourd'hui. Je ne veux pas prendre plus de temps sur mes présentations parce que j'ai hâte d'entendre ces panélistes. Donc, sans plus tarder, donc, je suis Béatrice Alain, directrice générale du chantier de l'économie sociale. On a donc 4 élus ici aujourd'hui pour nous parler un peu d'économie sociale, mais aussi de la perspective de leur territoire, de leur communauté. Donc, la première personne à qui j'aimerais céder la parole, c'est M. Maxime Pedneau-Jobin, qui est le maire de Gatineau. Et Gatineau a récemment adopté une politique d'économie sociale. Donc, sans plus tarder, un peu nous présenter votre ville et votre politique et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'économie sociale? Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Merci de prendre du temps pour un exercice comme celui-là parce que l'économie sociale peut être un outil assez puissant pour les villes, pour les communautés. Puis cette réflexion-là, elle n'est pas en fait aussi avancée qu'elle le devrait, je dirais, au Québec, entre le monde municipal et l'économie sociale. Puis ce genre d'exercice-là, pour moi, va contribuer à faire ça. Vous me permettrez un petit placement de produit. J'ai écrit un livre en février dernier sur la participation citoyenne. Il y a plusieurs aspects là-dedans qui parlent de l'économie sociale. Pour moi, c'est indissociable, l'engagement citoyen dans la communauté puis l'économie sociale comme outil de participation. Fait qu'il y a une grande partie de ce que je dis qui se retrouve là, un peu éparpillé dans le livre là, pour ceux qui voudraient poursuivre la réflexion. Là, ça s'appelle « Passer de la ville à la cité ». Nous, l'économie sociale, en fait, je pense pour nous tous, là, fait déjà partie des actions municipales. Nous, on l'avait mis dans le programme du conseil municipal, on donne dans notre planification stratégique de notre commission de développement économique. On travaille avec plusieurs dizaines d'entreprises d'économie sociale dans toutes sortes de domaines. On travaille de très près avec notre pôle, mais aussi avec en fait, c'est un peu le même groupe, la CDR, la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides, qui est le partenaire de notre bras économique. Donc, ID Gatineau, l'ancien CLD, a une entente d'à peu près 400 000 par année avec la Coopérative de développement régional pour qu'eux fassent l'accompagnement des entreprises d'économie sociale et puis plus généralement développent l'économie sociale à Gatineau, essentiellement parce qu'ils connaissent ça mieux que nous, ça fait qu'on aime mieux s'appuyer sur la communauté que de le faire nous-mêmes et c'est un principe qui est aussi dans notre politique elle-même. Mais on voulait se donner une vision d'ensemble, d'où l'idée de se donner une politique. Donc, pour encadrer un peu nos approvisionnements, je vais y revenir, la participation citoyenne, certaines solutions précises à des problèmes précis à Gatineau, où l'économie sociale peut être un outil assez fort pour répondre à différents enjeux. Là, j'essaie d'aller vite parce que 4 minutes, c'est presque de la cruauté dans un domaine comme ça. À Gatineau, on n'a pas une tradition d'entrepreneurial comme la Beauce parce qu'avant, on rêvait de travailler dans des papetières parce que c'était des jobs à vie bien payés. Là, on rêve de travailler au fédéral parce que c'est une job à vie bien payée. Donc, il y a peu de gens qui rêvent à se présenter, à devenir entrepreneurs.
Et c'est peut-être pas pour rien qu'on a un taux d'entrepreneuriat collectif plus grand qu'ailleurs en Outaouais, parce qu'on ne veut pas se lancer tout seul, mais on est prêt à se lancer si on se lance collectivement. Mais le développement économique, c'est un aspect de ce qu'on appelle, de notre politique d'économie sociale. Il y en a une autre, c'est en fait structurer ou accompagner l'implication citoyenne. Puis je vais donner des exemples. On a une forêt qu'on appelle la forêt Boucher, qui est gérée par une fondation. On aurait pu le faire nous-mêmes. Mais plutôt que de faire ça, on s'appuie, en fait, on appuie la Fondation dans son travail, puis c'est les citoyens eux-mêmes qui gèrent une infrastructure, souvent avec une meilleure agilité que nous, une meilleure connaissance fine du terrain. On fait la même chose avec un centre nautique à l'autre extrémité de Gatineau, c'est l'accès à une rivière. On a aussi, puis c'est un de nos plus beaux projets, puis je vous invite, ceux qui veulent explorer ça, à le faire, c'est avec Vision Multisport, c'est un groupe qui gère, donc la communauté entreprise d'économie sociale reconnue, qui gère notre centre où on a 4 glaces, 4000 sièges pour notre équipe de hockey junior majeur, puis 3 glaces communautaires. Ça fait qu'eux gèrent l'ensemble de l'édifice, ont une offre de service qui est plus riche que ce que la ville pourrait faire. Et donc, c'est un partenaire extrêmement intéressant. Ça, c'est une première au Québec, puis moi, je pense que ça va aider, puis c'est le thème de la semaine un peu. Là. Ça va aider le hockey à continuer à améliorer son offre parce que ce n'est pas le public, ce n'est pas la ville qui a toute la pression puis le risque sur les épaules. C'est partagé par la communauté à travers une entreprise qui a des impératifs de rentabilité, mais qui réinvestit chaque sou des profits dans la communauté, ce qui est l'économie sociale, pour moi, à son meilleur. Ce que notre politique fait aussi, en fait, devrait faire, parce qu'on l'a adopté à l'automne, on l'a financé à l'automne, on s'est donné un plan d'action en début d'année, on a agi extrêmement rapidement. Mais un de nos objectifs, c'est l'accompagnement des citoyens dans l'ensemble de ces projets-là. Parce que quand une entreprise d'économie sociale arrive ou un regroupement de citoyens qui veut gérer un bien public qui aurait pu être géré par la ville, c'est toujours compliqué. C'est toujours hors norme, puis c'est bien, bien plus facile de dire non, écoutez, ça ne marche pas, là, ça ne correspond pas au cadre, que de les accompagner, puis de transformer la culture de la ville pour qu'on accueille les citoyens, puis on se dise, écoutez, c'est hors norme, c'est compliqué, ça va être un petit peu long, mais on va le faire ensemble et on va en arriver à une forêt bouchée, à un Vision Multisport, à un centre nautique qui est géré par la communauté, avec la force de la ville, parce que les deux séparément peuvent faire des choses, mais les deux ensemble peuvent faire des petits miracles. À Bologne, on s'est inspiré un petit peu d'eux. Ils ont 12 personnes, puis c'est une ville un peu plus grande que Gatineau. Là. Nous, on est à 300 000, ils sont à peu près à 400 000. Ils ont 12 personnes à temps plein qui font que ça, accompagner les citoyens qui ont des projets comme ça. Puis des fois, ça veut dire non au projet en disant ça ne marche pas, etc. Mais ça veut aussi dire on travaille ensemble, on transforme le projet, puis on arrive à quelque chose qui est faisable pour tout le monde. Là, vous m'avertirez quand je vais commencer à manquer de temps. Donc, pour nous, ce bout-là, pour moi, est central parce que la politique envoie le message à l'ensemble de l'appareil qui dit, nous autres, a priori, là, on ne dit pas non, a priori, on dit oui. Puis là, on cherche ensemble comment réaliser ces projets-là qui sont faits par et pour la communauté, mais avec l'appui, je le disais, de la force de la ville, autant l'expertise que les forces financières, parce que des fois, on va donner de l'argent récurrent qui va leur donner une base financière solide, mais on s'occupe d'à peu près rien d'autre. Il y a toutes sortes de dangers avec ça. Moi, je vous présente le beau côté des choses. Un des dangers, c'est que les citoyens deviennent ce qu'on pourrait appeler du cheap labor pour l'État. Donc, on se désengage puis on les finance pour faire des choses qu'on devrait faire nous-mêmes. Fait qu'il faut être vigilant. Il faut que ça soit de la vraie économie sociale. Donc, la communauté qui se prend en main, qui veut se donner des services avec l'appui de la ville, non en remplacement de l'État. Si on a réussi à faire tout ça, puis je tiens à le dire pour toutes sortes de raisons, notamment d'intégrité, c'est beaucoup grâce au chantier puis à Nancy Nintan qui a mené le projet d'élaboration de la politique. Puis je vous incite tout le monde qui pense à se donner une politique, à faire affaire avec les meilleurs, puis avec le chantier. Mme Nintan en particulier, on est avec les meilleurs au monde, là, qui ont cette expertise-là, qui ont des liens avec l'étranger, qui savent ce qui ne marche pas. Puis nous, on a réussi à agir dans un temps, je dirais, record, pour pas très cher. T'sais, une ville comme nous, c'est 150 000 récurrents pour financer notre politique. Ça exclut notre entente avec la CDR, là, qui est vraiment un accompagnement plus quotidien, disons.
mais ce n'est pas des politiques qui coûtent très cher. C'est vraiment un outil pour que l'ensemble de l'appareil municipal se donne une culture d'accueil qui est plus intéressante à la fois pour les entreprises et les citoyens. Je vais rebondir là-dessus parce que ça me fait penser à plusieurs choses. D'abord que le webinaire, je ne l'ai pas mentionné, est co-organisé par le pôle de l'Outaouais parce qu'il était très content et fier de cette politique et qu'on pensait que le chantier s'est impliqué là-dedans, entre autres, parce qu'il y avait une portée, parce qu'il y avait le potentiel d'inspirer d'autres villes. Mais je pense que la première porte d'entrée pour toute municipalité, c'est son pôle régional. Puis oui, le chantier s'est impliqué, puis Nancy, qui est conseillère stratégique, l'a fait avec le soutien de l'équipe permanente, mais vraiment, c'est le pôle qui connaît le territoire, les capacités de la municipalité, qui est, je pense, la première porte d'entrée. Mais effectivement, que les municipalités ne se sentent pas seules dans ces réflexions, puis dans, quand on regarde le cadre de programmes ou de politiques qui se font, il en existe ailleurs au monde, mais même ailleurs au Québec. Puis, il ne faut pas réinventer la roue, il faut s'inspirer de ce qui se fait. Justement, parlant de ce qui se fait de bon ailleurs au Québec, la prochaine personne, c'est Luc Rabouin, donc, qui est maire du Plateau Montréal et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, pour nous parler de Montréal, qui a, elle aussi, des politiques et programmes en économie sociale. Luc? Merci. Bonjour Béatrice. Bonjour, chers collègues, tout le monde qui est présent aujourd'hui. Je commencerai en disant, on l'a bien vu dans la dernière année. En fait, si on ne le savait pas, on l'a eu en pleine face. La crise sanitaire a été un très grand révélateur des inégalités sociales qui sont fort présentes dans notre société. Nous, depuis le début de la pandémie à Montréal, à l'équipe en place, on dit que la relance, elle doit être verte et inclusive. C'est une occasion de faire les choses pas comme avant. Donc, on veut que ça reparte bien, on veut avoir un essor économique, on veut avoir de la prospérité, mais on veut que tout le monde puisse en profiter et on veut aussi prendre le virage de la transition écologique. Et c'est cette orientation-là qui nous guide, qui guide toutes nos actions et qui a fortement influencé le contenu là, de nos 2 phases de plan de relance économique qu'on a annoncé en juin l'année dernière. On était en relance plutôt sauvetage et à la fin de l'année dernière, là où on annonçait notre plan de relance. Et donc voilà, donc c'est vraiment cette vision-là qui nous guide d'une relance verte et inclusive. On n'a pas de politique en économie sociale aussi ambitieuse et audacieuse que celle de Gatineau. Donc, je salue le leadership du maire de Gatineau et on va certainement nous en inspirer. Mais je pense que Montréal, on fait quand même partie des leaders mondiaux en économie sociale avec près de 3000 entreprises collectives et on a l'ambition de devenir le meilleur endroit au monde pour développer l'économie sociale. Rien de moins. Donc, pour que cette vision-là se réalise et que nos ambitions se concrétisent, bien, ça nous prend des actions fortes. Donc, la Ville de Montréal et avant nous là, est un partenaire depuis de longue date là, de l'économie sociale, mais je pense que notre vision politique actuelle nous permet de changer d'échelle. Et la pandémie a renforcé encore plus notre conviction qu'il fallait aller encore plus loin. Donc, je veux illustrer mon propos en vous parlant brièvement du plan de relance économique qu'on a dévoilé en décembre dernier, qui prévoit un investissement de la Ville de 60 millions de dollars. Donc, c'est notre plan de relance, on a 60 millions répartis en 10 mesures. La mesure 5 s'appelle l'économie sociale, une alliée pour la reprise, et elle est dotée d'un budget de 6 millions. Donc, 6 millions sur un budget total de 60 millions, c'est 10 de notre budget de relance économique à Montréal qui est dédié, réservé à l'économie sociale. À ma connaissance, ça n'existe pas nulle part dans le monde où on met 10 du budget de relance à l'économie sociale. Donc, c'est important comme investissement. Mais en plus, on sait tous, nous qui sommes un peu dans ce milieu-là, que l'économie sociale, ce n'est pas un secteur d'activité. C'est une manière d'entreprendre qui se retrouve dans tous les secteurs d'activité. Donc, nous, on a réservé 6 millions à l'économie sociale, mais dans les faits, ça va être plus que ça. Parce que, par exemple, on a réservé 5,6 millions pour soutenir un secteur qui a été durement frappé par la crise, les industries culturelles et créatives. Mais dans les industries culturelles et créatives, il y a plusieurs entreprises collectives. On a réservé 10 millions pour la relance de notre centre-ville,
pour essentiellement faire des aménagements et d'avoir une programmation culturelle particulièrement stimulante pour que les gens aient envie de revenir au centre-ville. Mais en aménagement et en culture, on a des entreprises d'économie sociale qui vont aussi contribuer à la relance du centre-ville. Donc, tout ça pour dire que l'économie sociale, pour nous, c'est vraiment un allié, non seulement pour la relance, mais aussi pour notre objectif là, de faire le virage, le nécessaire virage là, vers une économie qui est réellement plus verte et qui est réellement plus inclusive. En plus d'être un allié pour la relance ou notre orientation du développement économique, on sait que l'économie sociale peut aussi nous aider, comme le dit d'ailleurs le maire de Gatineau, à faire face à des enjeux qu'on a nous-mêmes, qu'on identifie et que la ville, des enjeux urbains. Je vous donne deux exemples. Il y en a un, on l'a vu pendant la pandémie, là, on a vu que les restaurateurs devaient avoir des commandes en ligne et de la livraison, et leur seule alternative, c'était les grandes plateformes multinationales qui peuvent charger jusqu'à 30% du coût de la facture pour effectuer le service. Donc, nous, on a dit, voici un problème que nous identifions, la ville, et on a lancé un défi à l'économie sociale pour nous proposer une solution structurante alternative aux grandes plateformes qui mettrait de l'avant la mutualisation. On a plusieurs petites initiatives, mais là, on va avoir quelque chose de mutualisé, collectif, structurant. Donc, on est allé en appel à proposition et on met 500 000 $ sur la table. Donc, on veut recevoir une proposition, on va aider à la démarche. Un autre enjeu qu'on a identifié, c'est l'enfouissement des matériaux de construction et des vêtements, par exemple, donc qui augmente de manière exponentielle. Bien, encore là, on lance un défi à l'économie sociale parce qu'on pense que l'économie sociale peut nous aider à faire face à cet enjeu-là. Et encore là, on a lancé un appel à projet où on met 500 000 $ pour, si jamais on reçoit une proposition qui est viable économiquement, structurante, qui nous aide à faire face aux défis, bien, on va investir. Si ça n'arrive pas, on ne va pas investir le 500 000 $, mais on le met sur la table. Donc, dans notre plan de relance, on a comme ça réservé 2 millions pour 4 enjeux que la Ville identifiait et qu'on voulait faire appel à l'économie sociale pour nous aider à le résoudre. Sur la question de notre collaboration avec notre pôle régional en économie sociale, parce qu'on peut demander de parler de ça, nous, on a une relation étroite avec le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal, qui est vraiment notre interlocuteur privilégié, et on vient de renouveler là, tout juste notre entente là, pour 4 ans. Donc, en ce moment, là, on renouvelle très peu d'ententes pour 4 ans compte tenu de l'insécurité dans laquelle on est, les incertitudes financières. Donc, je pense qu'il faut l'interpréter vraiment comme une grande marque de confiance et de reconnaissance du rôle joué par notre pôle d'économie sociale locale. À Montréal, on a aussi la chance de pouvoir compter sur un réseau d'accompagnement très fort, là, le réseau PME Montréal, dans lequel on retrouve des conseillers spécialisés en économie sociale et un fonds de développement pour aider à soutenir des initiatives. Donc, pour que les entreprises puissent démarrer, bien, il faut leur donner un coup de pouce ou grandir. Donc, le fonds de développement peut servir à la fois à démarrer des entreprises ou les aider dans leur croissance. Je finis parce que je pense que je dois arriver à... Oui, j'arrive. Donc, tout ça pour... C'est fini, hein? Donc, je veux juste dire qu'on a une vision ambitieuse et de sortie de crise et de transformation de l'économie montréalaise pour qu'elle soit plus verte et inclusive, qu'elle laisse personne ni aucun quartier de côté. Et on pense pour nous, l'économie sociale, c'est vraiment un pilier de cette vision de l'économie montréalaise de demain. Merci beaucoup. Puis vraiment, c'est déchirant de vous couper parce qu'il y a plein de bonnes choses. Puis vous l'illustrez à votre façon sur des angles très différents. Je vais essayer de faire une synthèse à la fin, mais c'est intéressant aussi d'avoir la réalité spécifique à vos villes. Alors, la prochaine panéliste, c'est Mme Micheline Anctil, qui est mairesse de Forestville et préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord. Donc, pour nous parler aussi de qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce que représente pour vous l'économie sociale, puis quel rôle ça joue pour le développement de votre ville. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, quand j'ai accepté l'aimable invitation du chantier d'économie sociale, je voulais joindre ma voix pour témoigner de ce qui se passe davantage dans les régions. Donc, je vais vous parler de la région Côte-Nord, les petites municipalités, particulièrement donc dans la MRC Haute-Côte-Nord en termes d'économie sociale. Je vais faire un brin de géographie juste pour bien placer les choses. La Haute-Côte-Nord, c'est la porte d'entrée
de la Côte-Nord. On nous mêle souvent avec la Basse-Côte, alors je le précise. On parle donc de 8 municipalités et une communauté Innu qui s'étend donc de Sacré-Cœur-Tadoussac jusqu'à Colombier. On parle de quelques 11 000 habitants pour l'ensemble de la MRC en 3 pôles. Les plus populeux, donc Forestville, de 3 000 habitants, et Escoumins-Sacré-Cœur, qui rivalisent avec chacun 1 800 habitants. Notre vécu, c'est une population vieillissante où se vit l'exode de nos jeunes. La Côte-Nord démographie à la baisse d'année en année, vous êtes certainement au courant. Notre MRC, une économie saisonnière liée à ces domaines d'exploitation qui sont particulièrement le tourisme, la forêt, les mines, les pêches et l'agriculture, entre autres. Donc, vous comprenez la saisonnalité de notre développement. Une région atypique, fortement touchée par la dévitalisation, un territoire qui se bat à tous les jours pour l'occupation dynamique de son territoire, la mise en valeur autant de ses richesses, mais richesses incluant les potentiels humains. Un territoire qui réclame à chaque fois dans les ententes, dans les développements, qui réclame une approche de flexibilité, d'adaptabilité, toujours aussi orientée vers des solutions pérennes. Alors, ces différentes conditions au cours des dernières années ont particulièrement trouvé écho dans notre politique territoriale de développement social. La MRC, pour y arriver, avait quand même établi une démarche, donc avait tenu des consultations dans le cadre de sa démarche de prospective territoriale. Nous avons tenu aussi un forum Action Santé pour tous et nous avions participé à une monographie de la chaire de recherche du Canada en organisation communautaire que vous pouvez trouver sous le titre La Haute-Côte-Nord, un système local d'action en développement territorial. Et d'autres démarches structurantes, dont entre autres l'intégration du CLD dans la MRC pour développer une plus grande alliance. Pour nous, la promotion de l'économie sociale, du développement économique et du développement rural, ça constitue 3 leviers de création de services répondant vraiment à nos besoins par le fait de créer des entreprises, créer des emplois et apporter bien sûr ces éléments de développement durable. Je vais plutôt vous donner très concrètement donc une preuve vivante. Ça a été la création d'un organisme, un OBNL qui s'appelle SEVA, S-E-V-A, soutien à l'emploi et valorisation de l'agroalimentaire. Donc, dans sa stratégie de développement social, de dévitalisation de son économie, la MRC a affirmé sa priorité numéro 1, devenir une MRC nourricière, jugée comme moyen efficace pour assurer la sécurité alimentaire, pour accéder à une alimentation de grande qualité produite localement. Alors, SEVA est un OBNL qui devra opérer dans le secteur de l'agroalimentaire en créant un pôle logistique qui permettra d'entreposer, de transformer des produits maraîchers. On parle donc de nos petits fruits, les produits de nos producteurs locaux, réunis autour d'une organisation de producteurs de la Haute-Côte-Nord. Également, non le moindre, SEVA met de l'avant le principe de l'insertion sociale pour offrir des emplois valorisants, des emplois utiles à des personnes ayant des limitations diverses. SEVA par SEVA, donc, qui porte les concepts de l'employabilité, de la sécurité alimentaire, de l'économie circulaire et le développement local. Alors, ce projet-là, pour nous, il obéit aux critères de décentralisation aussi des activités dans les 8 municipalités locales pour, bien sûr, répondre en termes d'acceptabilité sociale, autant de perspectives de développement durable, de la capacité d'agir des populations et évidemment de la participation des populations. Alors, concrètement, dans sa première phase, le projet a fait naître, par exemple,
très concrètement, une culture de pommes de terre à Sacré-Cœur, un jardin pour le CPE, la giroflée à Forestville, pour les enfants à tous les jours, une culture de gourgane à Colombier, entre autres. Dans sa deuxième phase, Forestville prend le virage d'embellir et de nourrir en même temps. C'est-à-dire que nous aménageons des espaces avec des arbres fruitiers, avec des plantes comestibles, donc le concept de forêt nourricière. À plus long terme, Seva entend devenir un leader local en entreposage, en transformation et distribution des produits alimentaires, contribuant donc à l'ensemble de la croissance économique territoriale. La MRC Haute-Côte-Nord est investie dans ce projet-là depuis le début, dans le cadre d'un programme délégué par le ministère de Travail, Emploi et Solidarité sociale, avec son fonds qui s'appelle le Fonds d'initiative sociale, le FKIS, que tout le monde connaît, un soutien essentiel au développement. Il y a un regroupement des partenaires en développement social qui est actif aussi à l'échelle de notre MRC. Le pôle d'économie régionale, évidemment, est fortement impliqué. Alors, composé autant des intervenants ministériels, des organismes locaux, des organismes régionaux, des représentants municipaux. Ce regroupement, en fait, participe à l'avancement de divers projets en développement social. Je vous ai parlé de Seva, mais il y a un projet aussi en bienveillance chez les enfants, des services aux familles, des services d'éveil à la lecture en éducation et bien d'autres. Alors, brièvement, j'espère que ces quelques propos ont pu vous imprégner un peu plus de nos pistes de solutions que constitue l'économie sociale en région. Merci, Madame Anctil. Oui, je pense qu'on se fait souvent dire que toutes les régions, toutes les villes sont des régions, incluant Montréal, Laval, Gatineau et Côte-Nord. Mais c'est intéressant de voir la dimension de la ville puis les enjeux spécifiques. Pour nous parler d'une réalité spécifique d'un autre territoire, on a ici M. Ray Khalil, qui est conseiller municipal du district de Sainte-Dorothée et membre du comité exécutif de la ville de Laval, responsable de l'économie sociale. Monsieur Khalil? Bonjour, merci Béatrice, merci tout le monde. Écoutez, à Laval, un peu comme dans les autres villes, comme que mes collègues ont si bien démontré, on y croit là, à l'économie sociale. Puis on y croit tellement profondément qu'on fait tous des gestes concrets. Puis c'est comme ça que les choses vont avancer. Puis une des raisons pourquoi on y croit, à part nos propres valeurs personnelles d'inclusion et de communautaire, c'est parce que c'est intelligent de le faire. Puis je vais vous l'expliquer. Les Anglais, ils disent « it's smart business », puis c'est l'est. Puis la raison pourquoi c'est l'est, les villes, on a la responsabilité, et tous les dirigeants, d'assurer un certain développement économique et social de sa propre ville. C'est la base un peu du travail qu'on fait. Puis, les besoins sont grandissants, à l'infini, je dirais. Puis, je suis pas mal sûr que les demandes chez nous, comme chez mes collègues, ne cessent de rentrer année après année. Puis, la ville, elle ne va jamais avoir la capacité de répondre à tout le temps pleinement. Puis, c'est là que l'économie sociale rentre en jeu puis joue un rôle crucial dans le développement d'une ville. On le dit, c'est de l'économie sociale. Ça vient rejoindre un peu l'ensemble des besoins du développement d'une ville. Puis, ça répond de façon pérenne dans le temps. Ceux qui ne le savent pas, les entreprises d'économie sociale ont tendance à survivre plus longtemps. On parle du kit au double. Il y a presque le double en pourcentage d'entreprises d'économie sociale qui vont survivre dans le temps versus ceux des compagnies traditionnelles à but lucratif. Maintenant, comment qu'on fait? C'est là le nerf de la guerre. C'est beau d'avoir des bonnes volontés puis connaître l'orientation, mais il faut faire des gestes concrets. À Laval, on s'est allié, on a un allié très précieux qui est notre pôle régional d'économie sociale, l'idée par notre chère Madame Oder qui fait un énorme travail pour justement mettre de l'avant l'économie sociale. Une des réalités qu'on a à Laval, puis il faut toujours se l'avouer, c'est que notre image, on a beaucoup à faire encore. On vient de loin, puis on a très peu d'entreprises d'économie sociale. Cependant, l'avantage qu'on a, c'est
que les entreprises qui sont là sont très bien positionnées, sont ancrées, sont solides, puis sont d'excellents exemples pour les nouveaux qui veulent rentrer. Puis on capitalise là-dessus. En plus du pôle régional d'économie sociale pour lequel à qui on subventionne, on a d'ailleurs doublé la subvention dans la dernière année. Ça, c'est à quel point on y croit. On a aussi une personne dédiée à temps plein à la ville pour l'économie sociale. La réalité, c'est que c'est quand même un monde qui bouge beaucoup, qui touche à beaucoup. D'ailleurs, mes collègues l'ont dit, là, on peut tout faire, tout régler à l'intérieur de l'économie sociale. Il faut quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît les enjeux, qui connaît les bons coups, les mauvais coups. Fait qu'on a quelqu'un de dédié à la ville. Puis, l'important, puis c'est toujours un peu un point qui peut être difficile à gérer dans les villes, c'est de ne pas dédoubler le travail. On a un pôle régional d'économie sociale, puis on a une personne dédiée à la ville. S'ils étaient pour faire le même travail, on ferait beaucoup de surplace. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un travail d'équipe parce que le pôle va prendre les entreprises qui veulent commencer, les aide à s'organiser, les aide à se placer, puis quand ils ont quelque chose de concret, bien là, ils sont envoyés à la ville pour recevoir un accompagnement de démarrage. Parce que là, ils sont vraiment prêts à démarrer, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'autres. C'est là qu'on va pouvoir être le deuxième tremplin pour que ces entreprises excellent. Maintenant, c'est beau avoir une ressource, c'est beau avoir un pôle. Comment que concrètement on les accompagne? Bien, premièrement, une des enjeux que je vois, que mes collègues voient à l'intérieur de la ville pour l'économie sociale, c'est la visibilité. C'est encore peu connu, malgré tout le travail qui a été fait en économie sociale, c'est encore peu connu. On rencontre encore des gens, quand on leur parle, ils ne sont pas sûrs ça se place où, c'est quoi la différence entre nos BNL, c'est quoi, est-ce que c'est une compagnie, ils font tout de l'argent, c'est-tu la ville? Les gens ne connaissent pas encore ce modèle d'affaires qui peut être très intéressant pour beaucoup de personnes. Donc, une des affaires, c'est en le mettant dans nos priorités pour la relance économique, déjà là, ça allume des lumières chez les gens. Ils disent, ah, ben, la ville mise là-dessus pour la relance économique, c'est qu'à quelque part, il y a un gain important à faire. Deuxièmement, comme j'ai dit, on a doublé notre subvention au pôle. Troisièmement, on vise sur cette visibilité. On veut mettre en place, puis à l'intérieur des points qu'on a ressortis pour notre relance dans la section de l'économie sociale, c'est beaucoup de la visibilité. On veut attirer du monde. Puis, comme je dis, ça, c'est une réalité qui est propre à Laval parce qu'on a des entreprises solides. Là, on veut du monde qui rentre, qui apprenne c'est quoi, puis qui se lance là-dedans. Fait que nous, c'est sur ça qu'on mise. Puis, on est aussi en train de financer une étude de faisabilité pour avoir un endroit physique, un pôle d'économie sociale qui va nous permettre d'avoir une vitrine vers l'économie sociale, en plus d'être un certain endroit qui peut être vu comme un hub de développement, de partage d'idées, de vie en économie sociale. Finalement, on ne peut que saluer le travail fait par Gatineau avec leur politique d'économie sociale. Je pense que c'était très avant-gardiste. C'était un travail, un modèle, je pense que toutes les villes, on va suivre. Puis on a déjà emboîté le pas à Laval là, pour faire la réflexion nécessaire. Puis là-dessus, un peu comme M. Rabouin, je salue Maxime pour le travail qui a été fait à Gatineau. Donc, comme mes collègues l'ont dit, là, on peut en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais me tenir à ça. On va peut-être en parler un peu plus dans les questions. Mais si j'ai un message à dire qui vient de Laval, c'est que pour nous, l'économie sociale, c'est sans doute un choix tellement simple à faire. Puis j'invite les autres villes à emboîter le pas parce qu'il y a des résultats concrets sur le terrain qui vont durer dans le temps. Merci beaucoup. C'était vraiment très riche. Je veux juste pour tout le monde autour essayer de résumer une couple d'arguments parce que je trouve qu'ils sont vraiment majeurs. Puis c'est toujours intéressant quand c'est porté par des élus. On a parlé de pourquoi en économie sociale de partager le risque. C'est des fois des initiatives innovantes. Hein? M. Penneau-Jabin l'a dit, qu'une plus grande agilité des fois qu'une structure municipale.
d'avoir plus de ressources sur le terrain, si on est capable de jumeler ce que mettent les municipalités et ce que amènent les citoyens ou les organisations du terrain. On a parlé de créer des emplois et des services locaux, notamment en Côte-Nord. Et on a parlé de soutenir un développement plus pérenne, comme à Laval. Après ça, vous avez évoqué plein d'enjeux, que ce soit la culture, l'aménagement du territoire, le transport local, la gestion des matières résiduelles, les enjeux démographiques, l'autonomie alimentaire, où l'économie sociale, elle est présente pour vous, puis elle répond à des choses. Puis vous avez évoqué aussi des façons de la soutenir, chacun dans vos façons, donc d'avoir des ressources dédiées dans la ville, de financer le pôle, donc qui est une autre genre d'accompagnement, une capacité d'émergence, de développement sur le territoire en économie sociale, de financer les entreprises directement par des programmes ou des choses, notamment la relance à Montréal, de contribuer à la visibilité de ce mode de développement et des politiques et des programmes dédiés comme Gatineau en particulier, qui est un peu la bougie d'allumage de ce webinaire aujourd'hui. Donc, je trouve ça vraiment intéressant et important qu'on nomme tout ça parce que vous avez raison, autant c'est très utile, autant c'est des fois méconnu ou tellement large que ça devient nébuleux puis les gens ne savent pas par quel bout le prendre. Moi, j'aimerais ça entendre, vous avez, je trouve, très bien nommé pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire pour vous de travailler avec l'économie sociale sur votre territoire. Puis vous avez parlé de réalité ou de partenariat qui existent déjà. Donc, c'est comme, oui, ça va de soi, puis c'est possible. Pourtant, l'intention gouvernementale d'en faire plus, elle n'est pas toujours facile à être comprise et opérationnalisée dans l'ensemble de la machine gouvernementale, que ce soit les achats publics, la gestion de différents programmes où les entreprises d'économie sociale sont admissibles parmi d'autres, ou pourquoi faire un programme spécifique. Donc, est-ce qu'il y a des défis particuliers que vous avez vus au moment de penser à l'économie sociale comme partenaire ou comme voie à privilégier? Puis comment vous avez travaillé ça? Peut-être je recommencerai avec Maxime pour le premier tour. Et en fait, M. Khalil l'a un peu dit aussi, c'est que c'est mal connu des fois. Ça, c'est un défi. Tu sais, moi, je me rappelle d'un conseil municipal où quelqu'un avait dit, puis j'exagère même pas, que l'économie sociale, c'était des dépanneurs subventionnés. Tu sais, on est loin là, de la réalité. L'absence de connaissance ou la trop faible connaissance de ce que c'est, pour moi, c'est un des défis. Tu sais, d'où l'idée de faire une politique, de consulter là-dessus. Tu sais, c'est aussi rencontrer des gens, échanger. C'est les instances municipales qui réfléchissent. Donc, ça fait évoluer la connaissance de tout le monde. Ça, pour moi, c'est un défi. Faire comprendre que c'est miser sur soi-même. Tu sais, c'est des gens. En fait, c'est l'économie avec une âme. C'est que tu t'inscris dans l'économie traditionnelle en quelque sorte, mais avec une vraie mission qui n'est pas juste faire de l'argent, qui n'est pas juste avoir un profit. Puis oui, t'en as, tu dois, tu fais face à de la concurrence, mais tu réinvestis dans ta mission. Fait que, expliquer ça, ces nuances-là, c'est quand même un petit défi qui reste à... Tu sais, le mot social est souvent associé à subvention, puis il y a un problème là, dans la perspective des gens. Il y en a qui arrivent pour des raisons idéologiques là, avec un a priori négatif, alors que ce n'est pas ça du tout. Là. En fait, des fois, c'est le contraire. L'arrivée des coops dans le domaine du funéraire, notamment, là, ça a fait baisser les prix de façon spectaculaire parce qu'il arrivait avec une offre, à la grandeur du Québec, là, il arrivait avec une offre intéressante, basée sur la communauté. Les profits restent ici. Tout le monde embarqué là-dedans, puis on a gagné cette bataille-là dans l'économie traditionnelle. Fait que des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Mais c'est une question de connaissance de ce que c'est, où là, on a un défi encore. Effectivement, puis je pense, on le disait, que le roulement dans les élus, aux élections municipales vont être très haut. Donc, cette question de qu'est-ce qu'on connaît, puis comment l'expliquer succinctement, pas juste ce que c'est, mais la valeur, l'impact, vous l'avez dit, sur la question d'un développement plus pérenne, sur des des services plus accessibles. C'est très intéressant de vous entendre. Je ne sais pas, pour d'autres, entre vous, est-ce que... Oui, Mme Anctil. Bien, moi, je dirais effectivement que c'est le développement de la connaissance qu'on présente comme un modèle d'affaires.
Hein, c'est un choix d'un modèle d'affaires qui est autre, mais qui a ses gains, donc dans une relation gagnant-gagnant, et qui répond aux défis des besoins grandissants, etc. Plus je crois qu'on va voir des exemples concrets, au-delà là, des connaissances, des exemples concrets d'application dans divers champs d'activité et que les gens vont le publier, ben, je pense qu'on va participer vraiment à faire évoluer la pensée et les connaissances et les applications concrètes. Et ça va, je pense, donner le goût, ça va démontrer les solutions que ça peut réellement apporter dans les communautés. Moi, je veux rebondir là-dessus parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de la question du logement. Le 1er juillet s'en vient. Puis je trouve que c'est un exemple où on voit pas, il existe partout au Québec des initiatives en économie sociale, coop ou au BNL pour développer, pour gérer du logement abordable. Mais pourtant, on n'a pas vu que cette façon d'entreprendre est la meilleure façon de pérenniser du logement abordable. Comment est-ce qu'on peut faire valoir ce... Je sais que cette question, en tout cas, je présume que cette question est une préoccupation partout au Québec pour différentes raisons. Est-ce qu'il y a des façons qu'on peut... Comment on peut mettre ça de l'avant puis que ça soit compris tant dans les administrations municipales que d'autres acteurs pour qu'ils soutiennent les municipalités pour travailler avec leurs acteurs terrain? Moi, je dirais peut-être que dans toute l'histoire du Québec, là, je suis à peu près convaincu qu'on n'a jamais vu une coop d'habitation faire des réno-évictions. Tu sais, c'est aussi ça le concept. C'est des gens qui se donnent un service à eux-mêmes. C'est une communauté qui se prend elle-même en charge. Ça fait qu'ils ne mettront pas leur monde dehors. Là. Tu sais, par définition, une coop d'habitation ne fait pas ce genre de choses-là. Ça fait que quand on voit des crises comme ce qu'on voit là, puis à Montréal, c'est terrible, à Gatineau, c'est terrible en termes de crise de logement, là, puis j'utilise le mot crise. Bon, ben, des solutions comme ça, c'est intéressant. Là. Ils font moins faillite, ils durent plus longtemps, ils ne font pas de réno-éviction. Il y a des qualités profondes à ce que ça soit la vraie communauté qui contrôle son propre développement. On l'a vu dans la crise sanitaire, là, quand c'était des entreprises de chez nous, même dans l'économie dite traditionnelle, c'était pas mal mieux là, parce que les autres, ils vendaient peut-être au plus offrant, alors que nous, on offre le service chez nous. Les gens qui produisaient des vaccins, les gens qui avaient cette expertise, c'est mieux d'avoir. Ben, l'économie sociale, c'est l'absolu, c'est le summum de ça, parce que c'est une propriété locale, une propriété collective enracinée dans le terroir. Il n'y a rien qui bat ça en situation de crise. Ils se mobilisent immédiatement pour aider la communauté d'ici. Il n'y a pas d'autres considérations de profit. Ben, il y en a toujours. On défend nos intérêts, mais a priori, ils veulent aider leur monde. Ce qui n'a pas été le cas de toutes les multinationales, c'est le moins qu'on peut se dire. Oui, M. Khalil. Peut-être que je peux renchérir là-dessus. C'est aussi le fait que il y a des valeurs profondes qui sont ancrées dans la communauté qui fait en sorte qui durent dans le temps et qui sont résilientes. Et maintenant, toutes les villes parlent de résilience. C'est un exemple en soi. Puis c'est un peu un cercle vicieux où est-ce que c'est le moins les gens connaissent ça, le moins il y en a, le moins les villes investissent. Mais le contraire est aussi vrai. Le plus il y en a, le plus les villes investissent, le plus il y en a qui vont voir les bénéfices. Fait que, c'est la vitrine que M. Patnaud-Jobin puis Mme Antil ont dit, c'est crucial parce que c'est ça qui va avoir qu'on va se retrouver avec plus d'offres. C'est là que les gens vont avoir la valeur. Il y en a peut-être qui ont peur de se lancer là-dedans, mais après, quand ils réalisent que il y a des gros clients comme ma propre ville où est-ce que j'habite, là, ça donne tout un autre sens. Bien, je vais rebondir là-dessus pour parler. On a parlé beaucoup vous parlez de clients. Donc, un des rôles des municipalités, c'est dans leurs achats. On a parlé beaucoup d'achats local ou d'achats québécois ces derniers temps. Puis la politique de Gatineau, justement, parle d'achat local et en économie sociale. L'économie sociale, c'est 76 % des entreprises répondent à un marché local ou régional. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose là qui est logique comme partenariat. Puis en même temps, il reste encore certaines restrictions où les villes, la Révixie, ne peuvent pas subventionner un OBNL avec un volet marchand, où les coops sont exclus de certains programmes, ou etc. Alors, comment voyez-vous
l'utilisation de tous vos leviers? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous voyez des solutions à privilégier ou des actions à court terme? Luc, tu te lances? Ouais, je peux peut-être aller là-dessus sur l'achat. Bon, c'est sûr que le programme L'économie sociale, j'achète, c'est une façon de mettre en valeur les entreprises collectives, les aider à accéder à certains marchés, dont les marchés municipaux, là. Donc, la ville est partenaire de cette initiative-là, puis ça la met en valeur. Mais pour que ça ne soit pas juste à côté et marginal, il faut que ça soit inclus dans la politique d'approvisionnement de la ville. Et ça, nous, on est en train je ne donnerai pas de scoop, là, parce que on est tout proche de lancer notre nouvelle politique d'approvisionnement, mais ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Et avec l'ensemble des services pour revoir les règles en termes d'approvisionnement local, social, durable dans le sens environnemental du terme, puis comment on fait pour vraiment encourager ça dans le cadre juridique là, qu'on est obligé de respecter. Mais je pense qu'on va arriver avec quelque chose qui va être assez intéressant et on espère inspirant là, dans les prochaines semaines. Et ça, je pense que ça va aussi faire de la place, ouvrir des nouvelles opportunités. Par ailleurs, on a plein de marges de manœuvre qu'on peut faire des fois qu'on n'utilise pas. Hein, comme les ententes gré à gré, on peut en faire. Et ça, ben, il faut le savoir qu'on peut le faire, puis il faut l'utiliser. Nous, on vient de le faire. Là, on en parlait en intro là, de la vie sociale. Là. Donc, en fin de semaine, on commence à piétoniser l'avenue du Mont-Royal et il va y avoir plein de monde, etc. Mais pour les personnes qui habitent autour, âgées ou à mobilité réduite, bien, le détour du circuit d'autobus, pour elles, c'est un enjeu majeur. Donc là, on a, nous, approché la coopérative EVA qui fait du covoiturage. Puis on a fait une entente de gré à gré pour qu'ils puissent offrir un service de déplacement à ces personnes-là. On l'a fait en quelques jours. T'sais, gré à gré, on peut le faire, on le fait. Et je pense qu'on a vraiment avantage. Puis on sait que ça va être bien fait, que ça va être au service de la collectivité, il va y avoir de la qualité, parce que c'est aussi ça nos préoccupations. Mais je pense qu'il faut qu'on maîtrise nous-mêmes les outils qu'on a et qu'on peut utiliser davantage. J'ajouterais, si vous me permettez, je pense qu'il y a eu des avancées au cours des dernières années dans les politiques de gestion contractuelle des municipalités. Donc, même tout dernièrement, là, par rapport à la limite de 100 000 $ pour les entreprises québécoises. Alors, je pense qu'il y a des avancées. Il y a aussi une avancée, je dirais, dans la réflexion. Et on est de plus en plus, je pense, présent là, pour se doter de politiques locales d'approvisionnement, incluant l'économie sociale. Alors, je pense qu'il y a un momentum là, qu'il faut saisir parce que, oui, comme vient de dire mon collègue, il y a des possibilités qui ne sont pas utilisées. Mais je pense qu'il faut avoir la volonté d'y réfléchir ensemble et de se donner, d'activer les moyens donc, qui sont aussi mis à notre disposition. D'autres mots sur... Je pense que c'est clair qu'il y a un intérêt, puis en même temps, il y a des fois des leviers qui ne sont pas assez connus ou pas utilisés, où il y a des complications de trouver le bon produit, puis des programmes comme l'économie sociale, j'achète, ou un pôle qui connaît bien puis qui peut faire ces maillages avec les entreprises est intéressant. Je ne sais pas si M. Khalil, oui, voulait rajouter sur à la fois les occasions et les difficultés de ça. Peut-être sur les occasions, il y a une des choses que les villes on doit développer, c'est le réflexe de se tourner vers l'économie sociale pour des enjeux que je qualifierais de surprise. Puis, un des excellents exemples, c'est la grille du Frêne, où qu'est-ce qu'on fait avec nos bois, qu'est-ce qu'on fait avec nos bois. Puis là, on a eu des entreprises d'économie sociale qui ont dit, bien, nous, on va le prendre, le bois, on va le transformer en banc de parc, en des tables de pique-nique. Puis, c'est des situations qui peuvent venir assez rapidement, puis ce qu'on remarque, c'est qu'il y a tellement de volonté de la part de la communauté de faire quelque chose que les choses avancent quand même assez rapidement là, dans les entreprises d'économie sociale, même s'il y a des enjeux, puis même si des fois certaines étapes peuvent être plus longues que d'autres, mais le réflexe de se rallier puis de se mettre en mode solution est quand même assez rapide. Puis
de la part de la ville de se dire, ben, qu'est-ce que j'ai sur mon territoire qui peut répondre à ce besoin? Ben, je pense que c'est un réflexe que les villes, on doit développer de plus en plus. À Laval, par exemple, quand on a des traiteurs, ben, on a des jeunes au travail qui viennent, puis ils nous font les traiteurs. Puis le fait de pouvoir le donner de gré à gré, souvent, ça peut répondre à ça assez simplement, puis encourager les gens à se lancer là-dedans. Honnêtement, je trouve ça fascinant, puis vos exemples sont super intéressants, puis je regarde l'heure, c'est ce que je pourrais continuer longtemps. Je pense qu'on est, pour la plupart qui suivent ce webinaire, des acteurs de l'économie sociale, puis interpellés par le rôle des municipalités et aussi par le tournant, comme je vous disais, les élections qui s'en viennent. Moi, j'aimerais vous entendre sur les conseils que vous aurez à donner tant au chantier à l'échelle nationale. Est-ce que c'est avec l'UMQ ou la FQM ou d'autres? Comment on peut soutenir la prochaine cohorte qui s'en vient pour connaître et travailler avec l'économie sociale que vos pôles, vous les avez nommés comme des partenaires dans toutes les régions. Qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour sensibiliser les gens qui se présentent aux élections puis les gens qui seront élus après les élections pour qu'ils connaissent les entreprises de chez eux? Puis on a parlé des fois de mécompréhension ou de manque de connaissances. Alors, c'est quoi votre conseil principal, Maxime? Moi, je dirais en fait, je pense que c'est Mme Anctil qui le disait, là, faire connaître concrètement qu'est-ce que ça a donné. C'est quoi, je parlais de Vision Multisport où ça gère un édifice qui vaut 100 millions, puis c'est 4000 sièges. Bien, ça, c'est un gros, c'est énorme. C'est la première fois, je pense, au Québec que le privé, parce que l'économie sociale fait partie aussi de la sphère privée, là, au pluriel, lorsqu'on a géré nos mots, prend un risque alors que les villes avaient tout ça à ses épaules. On peut être à droite, on peut être à gauche, on peut être au milieu. On trouve tout ça bien intéressant, le modèle qu'on a. Faire connaître les modèles très concrètement, là, en habitation, en gestion des matières résiduelles. Tu sais, il y a des acteurs importants qui ont des bénéfices que l'économie traditionnelle n'a pas. Puis, il ne faut pas que ça soit théorique, l'économie sociale, c'est bon. Il faut que ça soit, voici les 5-6 projets dans votre ville là, que vous devriez connaître parce que c'est de la réinsertion sociale, parce que c'est une propriété locale, parce que les profits sont réintégrés dans la communauté. Nous, ça nous a pris un projet de loi privé pour faire notre aréna, là, ce que je décris. Là. Ça veut dire que le cadre légal n'est pas tellement approprié, mais c'est génial du point de vue d'une ville, puis du contribuable, puis du citoyen, puis du petit joueur de hockey ou de la petite joueuse. Faire connaître les succès concrets, pour moi, ça serait la première chose à faire. Pour ma part, c'est certain que les pôles d'économie doivent démontrer rapidement, d'ailleurs, aux nouveaux élus qui vont être confrontés à leurs défis, aux défis municipaux. J'aime bien ce qui a été dit tantôt, que c'est un modèle intelligent, c'est un modèle rentable et que c'est un choix à faire par des démonstrations concrètes. Alors, je pense qu'il faut que les pôles d'économie aillent de l'avant pour faire connaître rapidement aux nouveaux élus le modèle. Je peux y aller. Ben, en fait, Mme Anctil a dit exactement, a pris les mots de ma bouche. C'est exactement ça. C'est le choix intelligent à faire. Parce que si j'aurais à vous laisser avec un message, c'est celui de mettre vos équipes à l'œuvre, de tout de suite l'évaluer. Puis, les élus, ça peut venir, ça peut partir, mais les équipes en général, les fonctionnaires à l'intérieur de la ville restent. Fait que, s'ils se mettent à évaluer les retombées potentielles de l'économie sociale, bien, que ce soit des élus qui sont réélus ou que ce soit des nouveaux élus, je suis convaincu que ça ne va pas être long de les convaincre à aller dans cette direction. Bien, une fois qu'on a fait le tour, je pense que on va tous être d'accord. Je pense que c'est vraiment d'être sur les exemples concrets, les retombées, les bénéfices pour la collectivité. C'est ça qui va convaincre les élus que dans leur job, c'est ça leur job. Donc, si on leur propose des modèles qui marchent, qui vont aider à répondre aux besoins des citoyens, bien, ça va les aider à les convaincre d'aller de l'avant. Et je renforcerai le message de M. Khalil. Moi, j'irai sur les deux plans, les élus, mais aussi la fonction publique, parce que les changements peuvent venir des deux places dans les municipalités. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à l'échelle nationale
par l'UMQ, FQM ou par le gouvernement du Québec ou par des organisations, des fédérations ou des organisations nationales comme le Chantier pour soutenir ce travail à l'échelle locale? C'est peut-être une question intéressée, là. Ça peut être... Pour ma part, absolument. Au niveau des municipalités, FQM, qui a déjà donc plus de 1000 municipalités membres, l'UMQ qui travaille aussi en étroite collaboration FQM-UMQ. Et oui, il faut absolument qu'il y ait le développement des connaissances, des publications, puis aussi des événements, des lieux d'échange, autant théoriques pour l'amélioration des connaissances, mais qu'on témoigne aussi concrètement. Donc, des avancées en région, en milieu urbain, milieu rural, avec les différences et des applications concrètes à différents domaines. Alors, je pense que nos associations doivent être au premier plan et peuvent rayonner à la grandeur du Québec en se mettant ensemble. Merci, Mme Anctil, parce que j'ai l'impression que ce panel, ce n'est pas la même chose de l'entendre de vous que de l'entendre de nous, et vous ne l'exprimez pas de la même façon. Vous parlez vraiment des exemples dans votre territoire, puis de façon très concrète, et je pense que c'est ça qui est le plus convaincant, ultimement. Honnêtement, on manque de temps. J'aurais continué 2 heures encore. Je trouve ça fascinant. Merci beaucoup de votre disponibilité, puis de votre façon d'exprimer à la réalité propre de votre territoire l'économie sociale. Puis au nom aussi des acteurs de l'économie sociale, merci de ce dialogue. Je pense que c'est une des forces. Grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.